Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Alors aujourd'hui, on va se demander combien ça coûte en termes d'observation de, de- d'avoir un estimateur qui a des propriétés satisfaisantes. Euh, alors, c'est l'exercice 5 du TD4 et on choisit, en fait, on va comparer une approche avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev et une approche avec des variables normales qui permet d'utiliser la stabilité par addition des variables normales. Bon, donc la question c'est quoi? C'est que on, on a des observations, on considère que c'est des variables aléatoires dont on se donne des paramètres de distribution qu'on ne connaît pas et on veut les estimer. Bon, en fait, on les connaît un peu dans le sujet parce que c'est plus simple comme ça, mais on dirait qu'on les connaissait pas et qu'on devait les estimer. Et donc quoi? On doit chercher un estimateur, ça d'accord, mais surtout, en fait, on cherche un niveau de précision et un niveau de confiance qui sont bien précis. On a un cahier des charges. Le niveau de confiance, ça veut dire qu'on veut 99% de chance que x bar n, qui va en fait être notre estimateur, soit à moins de une unité de son espérance, qui est la quantité qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc, niveau de confiance, 99%, niveau de précision, une unité de distance, une erreur maximum de 1. Donc, c'est à la fois un problème pratique, c'est-à-dire qu'on cherche à calibrer une procédure d'estimation, et c'est un problème économique, parce que, évidemment, les observations, c'est coûteux. Et la raison pour laquelle on veut en avoir le moins possible, c'est parce qu'à chaque fois qu'on fait des observations, il y a un coût. Voilà. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est trouver quel est le nombre minimum d'observations qu'il faut pour avoir un niveau de confiance et un niveau de précision voulu. Hein, ce dont on vient de parler. Alors, l'énoncé du problème. Trouver toutes les valeurs de n, telles que la probabilité que x bar n soit à moins de unité de son espérance. Cette probabilité est au moins de 99%. Donc on l'écrit, la proba, que la distance entre x bar n et l'espérance de x bar n soit inférieure à 1, on veut que cette proba soit supérieure à 0,99. Bien. Et ça, on cherche les n qui résolvent, en fait, qui sont compatibles avec cette inéquation. Et pour ça, nous dit-on, il faut utiliser l'inégalité de Chebyshev. D'accord? L'inégalité de Chebyshev, c'est quoi? C'est que la proba que x soit à une distance de son espérance supérieure à k, cette proba est inférieure à la variance de x divisée par k2. Bon, euh, c'est pas exactement ce qu'on nous demande de démontrer. En revanche, ce qu'on voit, c'est que dans ce qu'on nous demande de démontrer, on veut que la probabilité que l'espérance soit à une distance de moins de 1 de l'espérance. On veut la probabilité que xn bar soit à une distance de moins de 1 de son espérance. Donc en fait, c'est l'événement complémentaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire la probabilité complémentaire de celle de Chebyshev. À ce moment-là, ça nous donne la proba que x soit à une distance de son espérance inférieure à k. Cette proba est supérieure à 1 moins variance sur k2. Ben voilà un point de départ approprié. Si on réécrit cette inégalité en remplaçant x par x bar n, on a la probabilité que x bar n soit à une distance de son espérance inférieure à k. Cette proba est supérieure à 1 moins la variance de x bar n sur k2. Ouais. Ouais, bon ben, en fait, on cherche donc les n qui satisfont cette inégalité. Pour ça quoi? Pour ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va égaler les seconds membres de la première inégalité qui est proba que x bar n moins son espérance soit à une distance inférieure à 1 supérieure à 0,99, et la deuxième inégalité qui est celle de bien-aimé de Chebyshev, proba que x bar n moins son espérance soit à une distance inférieure à k, c'est 1 moins variance de xn sur k. Donc, quand on égale ces deux premiers termes, enfin ces deux termes, on a 1 moins variance de xn bar est égal à 0,99. D'accord? Et ça, en fait, bah, on va pouvoir résoudre, on va pouvoir trouver le n qui nous donne l'égalité. Et puis après, on verra de quel côté il faut prendre les n pour satisfaire systématiquement la condition qu'on s'était donnée, c'est-à-dire distance inférieure à 1 avec une proba supérieure à 0,99. Bon, mais pour pouvoir dire que 1 moins v de x bar n égale 0,99, il faut en fait calculer combien vaut v de x bar n. Et v de x bar n, par définition, c'est v de 1 sur n fois la somme des xi, puisque x bar c'est la moyenne des xi, donc c'est la somme des xi divisée par n. En fait, quand on calcule la variance de cette quantité, on peut sortir le 1 sur n de la variance, mais à ce moment-là, il passe au carré, puisque la variance c'est un opérateur quadratique. Donc v de x bar n, c'est 1 sur n2 fois
la variance de la somme des xi, c'est-à-dire c'est la somme des variances des xi, plus la double somme des covariances. Ouais, mais là, comme on a un échantillon indépendant, en fait, les covariances sont nulles. Donc, notre variance, c'est simplement 1 sur n2 fois la somme des variances des xi. Et comme on a un échantillon identiquement distribué, chacune des variances a la même valeur qui est sigma 2. Donc en fait, notre 1 sur n2, la somme des variances des xi, c'est une somme de n termes qui sont tous égaux à sigma 2. Donc c'est 1 sur n fois n termes fois sigma 2 pour chacun des termes. Donc comme on simplifie n avec un des n au dénominateur, ça nous fait sigma 2 sur n. Voilà, donc en fait, là où c'est une bonne nouvelle, c'est que ce qu'on veut, c'est que, alors, on veut résoudre un cas particulier, pour l'instant, après on verra pour tous les n. Le cas particulier qu'on veut résoudre, c'est 1 sur variance de xn bar égale 0,99. On sait que v de xn bar, c'est sigma 2 sur n. Et puis on sait aussi, d'après l'énoncé, que sigma 2, c'est 4. Donc quand on remet tout ça ensemble, on a 1 moins 4 sur n, c'est-à-dire sigma 2 sur n, égale 0,99. Et là, ça paraît quand même assez bien parti, parce qu'on veut résoudre une équation en n pour trouver un n. Donc on a ce qu'il faut pour déterminer le n qui va bien. D'ailleurs, c'est pas compliqué, on multiplie notre équation intégralement par n, ça nous fait 1 fois z moins 4 sur n fois n, c'est-à-dire 4, égale 0,99 fois n, autant dire, ensuite quand on réarrange en mettant les unités d'un côté et les n de l'autre côté de l'égalité, on a 0,01n égale 4, on multiplie par 100, ça nous donne n égale 400, on y est. Il faut donc 400 observations pour avoir 99% de chance, ou 99% de probabilité au moins, que x bar soit une distance de son espérance inférieure à 1. Autrement dit, il faut 400 observations pour avoir moins de 1% de chance de se tromper de plus de 1 quand on estime E de xn bar qu'on ne connaît pas par xn bar qu'on calcule à partir de l'échantillon, à partir des observations. Bon, ça d'accord, mais vous vous souvenez en fait au début, et ça, les étudiants me le disent toujours en TD, donc vous devez vous le demander. En fait, on nous disait on veut tous les n. On ne veut pas juste le n tel que c'est égal, on veut tous les n. Alors d'accord, on veut tous les n tels que la probabilité que xn bar soit une distance de son espérance inférieure à 1, cette probabilité soit supérieure ou égale à 0,99. On a trouvé le n qui nous donne l'égalité, qui nous donne p de xn bar moins e de xn inférieur à 1 égale 0,99. Maintenant, quand on reprend bien aimé Chebyshev, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la probabilité que xn bar, enfin que la probabilité que la distance entre xn bar et son espérance soit inférieure à 1, cette proba, c'est 1 moins v de xn bar. Là, c'est le cas particulier de bien aimé Chebyshev quand k égale 1. Bon, si, comme par ailleurs on sait que v de xn bar c'est sigma 2 sur n, si en fait on a l'inégalité pour un n quelconque, si l'inégalité est vraie pour un n quelconque, qu'est-ce que ça veut dire? On va l'appeler n0. Pour n0, on a quoi? On a la distance, la probabilité que xn bar, ou xn0 bar si vous voulez, moins son espérance, est à une distance, fasse moins de 1, ça cette proba, elle est supérieure à 1 moins sigma 2 sur n0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on voit, c'est que de manière évidente, sigma 2 sur n0, ça décroît avec n. Donc 1 moins sigma 2 sur n0, ça croît avec n. Donc pour tout n plus grand que n0, 1 moins sigma 2 sur n va être plus grand que 1 moins sigma 2 sur n0. Et donc, à partir du moment où la proba que la distance entre xn bar et son espérance est plus petite que 1, cette proba est plus grande que 1 sur sigma carré n0, et bien en fait, si n est plus grand que n0, cette distance sera plus grande de par bien aimé de Chebyshev que 1 moins sigma carré de n, qui est plus grand lui-même que 1 moins sigma carré n0. Donc si c'est vrai pour n0, c'est vrai pour tous les n supérieurs à n0. Et donc de fait, n égale 400, c'est le nombre minimum d'observations, mais pour n'importe quel nombre d'observations supérieur à 400, on a le niveau de confiance et on a le niveau de précision qu'on veut. Mais évidemment, comme les observations sont coûteuses, on ne va pas chercher à faire des observations supplémentaires. Donc on va en prendre le moins possible. Et donc, qui dit on va en prendre le moins possible, dit on en prend 400. Voilà. Bon, alors maintenant, on reprend le même problème, avec des hypothèses qui sont à peine différentes,
C'est-à-dire qu'on sait en fait que les variables aléatoires, les xi, sont des variables normales. C'est pas forcément des 0,1, puisque c'est des 0,2 en fait. Mais en fait, peu importe, on sait juste qu'elles sont normales, c'est ça qui importe. On sait qu'elles sont normales, et on se pose exactement la même question. Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change qu'au lieu d'utiliser bien les Chebyshev, on va utiliser le fait que la somme de variables aléatoires normales indépendantes, c'est une variable aléatoire normale. Autrement dit, on va utiliser la stabilité par addition des variables normales, pour montrer que x bar n est normal, et puis ensuite on la centre, on la réduit, et on résout analytiquement la question qui est probabilité que x bar n moins son espérance soit à une distance inférieure à 1, etc. Et puis après on fait une application numérique avec la table de loi normale. Voilà, en avant. 1. Les xi, d'après l'énoncé, sont normales et indépendantes. Donc leur somme est une variable normale, ça c'est la stabilité par addition, et donc leur moyenne, xn bar, qui est la somme divisée par n, c'est aussi une variable normale. L'espérance de xn bar v de xn bar. Qu'est-ce que c'est? Bah, on calcule E de xn bar assez facilement. E de xn bar, par définition, c'est 1 sur n, enfin c'est l'espérance de 1 sur n fois la somme des xi. Par linéarité de l'espérance, on sort le 1 sur n, et l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Donc l'espérance de xn bar, c'est 1 sur n fois la somme des espérances des xi. Comme les variables xi sont identiquement distribuées, les espérances sont toutes les mêmes, elles sont toutes égales à mu, disons. Et donc de fait, la somme de i égale 1 à n des e de xi, c'est une somme de n termes qui sont tous égaux à mu. Donc e de xn bar, c'est 1 sur n, fois une somme de n termes identiques, fois n, fois mu. Et 1 sur n fois mu, bah c'est mu. Bon, et la variance de xn bar, qu'est-ce que c'est? La variance de xn bar, bah, c'est la variance de 1 sur n aussi. Hein. En fait, on l'a déjà calculé tout à l'heure. On l'a calculé dans le cas où les variables n'étaient pas normales, mais ça ne change rien au calcul, puisque tout à l'heure on avait déjà des variables indépendantes. Donc, déjà, sigma 2 sur n, et on reste avec sigma 2 sur n. Pourquoi je dis ça? Ben parce que xn bar suit une normale mu sigma 2 sur n, hein, de l'espérance mu et de variance sigma 2 sur n, mais on va pouvoir la centrer et la réduire. Comment est-ce qu'on la centre et on la réduit? Une seconde, en fait. Centrer, réduire, centrer, ça veut simplement dire on soustrait l'espérance, réduire, on divise par l'écart type. Mais ce qu'il faut voir, c'est pourquoi on va centrer, réduire. En fait, ce qui nous intéresse, c'est donc de calculer les n pour lesquels la probabilité que xn bar moins son espérance en valeur absolue soit inférieure à 1. Ou plutôt de trouver les n pour lesquels cette proba est supérieure à 0,99. Bon, ce qu'on voit, c'est que d'abord on va se débarrasser des valeurs absolues. Se débarrasser des valeurs absolues. Si xn bar moins son espérance en valeur absolue c'est inférieur à 1, ça veut dire que xn bar moins son espérance c'est entre moins 1 et 1. Ça, c'est pas un problème. D'accord? Donc on écrit ça, en fait c'est la même chose. Ensuite, centrer, réduire. Ben, en fait, c'est pas la peine de centrer, puisque comme vous le voyez, on a xn bar moins e de xn bar, donc xn bar est déjà centré. Donc on ne centre pas, mais on réduit. On réduit pour pouvoir utiliser la table de loi normale. Et donc réduire, ça veut dire on divise par l'écart type, donc la racine de la variance. Donc ça nous donne quand même une ligne un peu lourde. Donc on a la probabilité, ce qu'on veut, c'est qu'on cherche les n, telles que la probabilité que xn bar moins u de xn bar sur racine de v de xn bar soit compris entre moins 1 sur racine de variance de xn bar et 1 sur racine de variance de xn bar, on veut que cette proba soit supérieure à 0,99. Bon, ce serait bien quand même qu'on trouve une écriture un peu ramassée, parce que là c'est un peu lourd. Alors en fait d'écriture ramassée, 1, on va poser que xn bar moins son espérance sur son écart type, on va l'appeler z. Pourquoi? Parce que xn bar, elle est normale, par stabilité des variables normales. On lui retire son espérance, ça veut dire on la centre. On la divise par son écart type, ça veut dire on la réduit. Une variable normale centrée réduite, c'est une n01. D'habitude, on l'appelle z, et voilà. Ensuite, on sait que v de xn bar, c'est sigma 2 sur n, et que sigma 2 c'est 4, donc que v de xn bar, c'est 4 sur n. Donc fort de ça, on peut réécrire quand même notre phrase, d'accord, de manière un peu plus simple. On veut la probabilité que z soit entre moins 1 sur racine de 4 sur n et 1 sur racine de 4 sur n. On veut que cette proba soit supérieure à 0,99. Bon. On peut même d'ailleurs réécrire un peu nos fractions. Donc on veut la proba que z soit entre moins racine de n sur 2 et racine de n sur 2. On veut que cette proba soit supérieure à 0,99. Ça, c'est juste une réécriture simplifiée de notre condition de départ. D'accord ? C'est-à-dire que ça exprimera le fait que la distance entre
xn bar et son espérance soit inférieur à 1 avec une proba supérieure à 0,99. Alors, comment est-ce qu'on avance maintenant? On avance maintenant parce que Z, c'est une normale centrée réduite. On l'a choisie comme telle parce que la normale centrée réduite étant tabulée, ça veut dire qu'on calcule facilement les quantiles de la loi normale centrée réduite. Or ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on veut que Z soit compris entre deux valeurs symétriques avec une probabilité d'au moins 0,99. Et il y a un truc qu'on sait bien, c'est que comme la densité de la normale centrée réduite est symétrique, c'est très facile de trouver des quantiles qui sont symétriques. On sait déjà qu'en fait, on sait les écrire. C'est-à-dire que si on veut avoir une proba que Z soit entre deux quantiles symétriques, une proba de 1 moins alpha, il suffit de prendre comme quantile 1 moins alpha sur 2 et alpha sur 2 qui est en fait moins 1 moins alpha sur 2. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas totalement l'intuition de ce que je viens de raconter, voilà, on dessine une jolie courbe de Gauss, c'est-à-dire une jolie fonction de densité d'une loi normale centrée réduite. Et puis on se fiche de 80, 86, ça n'existe pas, d'accord. Simplement, ce qu'on voit, c'est que la courbe de densité, il y a plus de proba d'être près du mode, enfin évidemment, par définition, mais près de la moyenne, qui est aussi la médiane. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la moyenne, la proba et la densité est de plus en plus faible, et donc la proba d'avoir des résultats, des observations par là, dans ce coin-là, est de plus en plus faible. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir une probabilité 1 moins alpha. On veut que la variable aléatoire normale centrée réduite, elle soit dans un intervalle où il y a 1 moins alpha chance qu'elle y soit. Donc on prend cet intervalle pour qu'il y ait 1 moins alpha chance. Ça veut dire qu'en dehors de cet intervalle où on va avoir des manifestations, il n'y a que alpha chance de tomber. Et comme on veut un intervalle symétrique, ça veut dire qu'il y a alpha sur 2 chances d'avoir des valeurs supérieures à celui de l'intervalle qui a une probabilité 1 moins alpha sur 2, 1 moins alpha, et il y a alpha sur 2 chances d'être en dessous. D'accord? Donc les quantiles qui permettent d'isoler une partie du support où il y a 1 moins alpha chance ou une proba 1 moins alpha d'être, c'est les quantiles Z alpha sur 2, parce qu'il y a une chance alpha sur 2 d'être en dessous de Z alpha sur 2, et Z1 moins alpha sur 2, parce qu'il y a une chance, en fait, il y a une chance alpha sur 2 d'être au-dessus de 1 moins alpha sur 2. Et donc du coup, il y a bien 1 moins alpha chance d'être dans l'intervalle, alpha sur 2 chance d'être en dessous, alpha sur 2 chance d'être au-dessus. Et donc vous avez 1 moins alpha plus alpha sur 2 plus alpha sur 2, donc 1 moins alpha plus alpha, ça fait bien 1. D'accord? Soit on est dans l'intervalle, soit on est en dessous, soit on est au-dessus. Bon, Z1 moins alpha sur 2, il est dans la table de loi normale. En revanche, Z alpha sur 2, il n'y est pas, puisque Z alpha sur 2, par définition, il est négatif. En revanche, par symétrie de la table de loi normale, comme Z alpha sur 2 est le symétrique de Z1 moins alpha sur 2, il vaut moins Z1 moins alpha sur 2. Autrement dit, la proba que Z soit entre Z, qu'une variable aléatoire normale centrée réduite, soit entre deux quantiles de la loi normale centrée réduite, qui sont le quantile 1 moins alpha sur, le quantile alpha sur 2, dont la valeur est moins Z 1 moins alpha sur 2, parce que c'est la même chose que Z alpha sur 2. Et le quantile Z1 moins alpha sur 2, la proba, c'est 1 moins alpha, parce que le petit dessin qu'on vient de faire. Bon, et donc, concrètement, on sait que la proba qu'une variable normale centrée réduite soit dans cet intervalle, c'est 1 moins alpha. Et ce qu'on veut, c'est 1 moins alpha égale 0,99. Donc ça nous donne évidemment alpha égale 0,995. Et le quantile Z1 moins alpha sur 2, c'est le quantile 0,995. Et où il est le quantile 0,995 ? La réponse, il est dans la table de loi normale. Donc, on prend la table de loi normale, on la zoom jusqu'à trouver 0,995. Où est-ce qu'il est ? Ah bah il est là, 0,995. Bon alors il n'y est pas parce qu'il n'y est pas. Mais on sait que 0,995, il est entre 0,9949 et 0,9951. Il est pile au milieu. Et ça fait quelle valeur ça ? Ça fait quoi comme quantile ? Bah, ça fait qu'on est sur la ligne 2,5. Donc le quantile va avoir 2,5 quelque chose. Et 0,9949 c'est 2,57, 0,9951 c'est 2,58, donc notre quantile c'est la moyenne de 2,57 et 2,58, donc c'est 2,575, voilà. Donc il y a 99 chances sur 100, ou une proba 0,99, qu'une variable aléatoire normale centrée réduite soit entre moins 2,575 et plus 2,575.
C'est pas beau ça? Ouais, bon, donc la table nous dit que le quantile, c'est ça. Bon, alors, par ailleurs, on se souvient d'avoir écrit, quelques slides en avant, que, en fait, ce qu'on voulait, c'était, on cherchait les n, tels que la proba que z soit entre moins racine de n sur 2 et racine de n sur 2 soit plus grande que 0,99. On sait par ailleurs donc que la proba que z soit entre deux bornes, entre deux quantiles symétriques, avec une proba de 1 moins alpha, on a trouvé les bornes. Donc en fait, si on veut trouver le n qui nous donne une proba de 0,99, on va égaler racine de n sur 2 avec z 1 moins alpha sur 2, z 0,995. Ça va nous donner le n qui fait l'égalité, à une probabilité de 0,99. Après, si on veut trouver tous les autres, on fera comme dans l'exercice précédent. Donc j'entends, ici, on met racine de n sur 2 égale le quantile 0,995 égale 2,575. Ça nous donne, en multipliant par 2 des deux côtés, racine de n égale 2 fois 2,575, donc 5,15. Donc n égale 5,15 au carré, et 5,15 au carré, c'est un peu plus de 26,5. Bon, évidemment, il n'y a pas de demi-observation, donc on ne peut pas prendre une demi-observation. Donc on prend n supérieur à 27. Et donc il suffit d'avoir 27 observations. Bon, et là, on va me dire, mais ce qu'on voulait, c'était une inégalité. C'est pas une inégalité. On ne veut pas que la proba soit égale à 0,99. On veut tous les n qui donnent des probas supérieures à 0,99. D'accord. Bon, alors maintenant, on regarde. En fait, pour n égale 27, on va dire pour n0 égale 27, on a la proba que z soit entre moins racine de 27 sur 2 et racine de 27 sur 2. Cette proba, elle est un peu supérieure à 0,99 en fait, puisqu'elle valait 0,99 pour non pas racine de 27, mais racine de 26,5. Bon, mais considérons qu'elle est égale à 0,99. Si on prend n'importe quel n plus grand que n0, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'intervalle moins racine de n, enfin moins racine de n sur 2, racine de n sur 2, il est plus large que l'intervalle moins racine de 27 sur 2, racine de 27 sur 2. Si vous prenez, puisque par définition, n est plus grand que 27, donc racine de n, c'est plus grand que racine de 27. N'est-ce pas? Bon, donc de fait, pour tous les n plus grands que n0, vous allez avoir un intervalle plus large. Donc si z est dans l'intervalle moins racine de 27 sur 2 plus racine de 27 sur 2, z sera évidemment dans l'intervalle moins racine de n sur 2 plus racine de n sur 2, puisque l'intervalle moins racine de 27 sur 2 plus racine de 27 sur 2, il est à l'intérieur de l'intervalle racine de n sur 2 moins racine de n sur 2. Donc, s'il y a une proba 0,99 que z soit dans un intervalle moins racine de 27 sur 2, racine de 27 sur 2, cette proba, elle ne fait que grandir au fur et à mesure qu'on augmente n. Mais là encore, comme dans l'exercice précédent, en fait, plus n est grand, plus il y a d'observations, plus il y a de proba que de fait x bar soit proche soit dans un intervalle de moins de 1 autour de son espérance, ou si vous préférez, que z soit entre les deux quantiles, puisque c'est deux façons d'exprimer la même chose, bien sûr. Mais plus on fait d'observations, plus c'est coûteux. Alors, notre but, c'est pas de trouver la probabilité la plus grande possible. Notre but, c'est de trouver, en fait, le nombre d'observations qui minimise le coût, enfin, le plus petit nombre d'observations qui satisfait la contrainte qu'on s'est fixée, qui est 99% de chance de se tromper de moins de 1. Voilà, donc on va retenir n égale 27. Même si, par ailleurs, pour n'importe quel nombre d'observations plus grand, ça marche aussi. Bon, alors conclusion. Conclusion, ce que nous dit bien aimé Tchebychev, si on prend des variables quelconques, c'est qu'il faut au moins 400 observations pour arriver au niveau de confiance et au niveau de précision qu'on nous demandait dans l'exercice, dans l'énoncé. En revanche, si on a des variables normales indépendantes, il faut plus que 27 observations. Concrètement, 27 observations, c'est 16 fois moins. Donc si les observations ont un coût, c'est 16 fois moins cher d'atteindre le même niveau de confiance et de certitude quand on a des variables normales par rapport à quand on a des variables indéterminées. D'accord ? Donc on se dit quand même que c'est bien d'avoir des variables normales. Et puis, en réfléchissant 2 secondes, dans l'énoncé, on nous disait on a un échantillon IID de variables dont on connaît l'espérance et qui est finie, et dont on connaît la variance et qui est finie. Donc on a un échantillon de variables indépendantes, identiquement distribuées, d'espérance finie, de variance finie. On peut appliquer le théorème central limite. Si on applique le théorème central limite, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que x bar n,
converge en loi vers vers une variable normale centrée réduite, vers une variable normale. Pardon. Donc si x bar n est une variable normale, ben, on peut la centrer, la réduire, et on peut résoudre, en fait, exactement comme on a résolu dans la deuxième partie. La seule petite différence, c'est que quand on a des variables normales et qu'on n'a pas besoin d'utiliser le théorème central limite, on nous dit qu'il faut 27 observations. Quand on a des variables pas normales, mais qu'on utilise le théorème central limite, d'habitude on dit le théorème central limite, ça marche quand on a au moins 30 observations. Et donc au lieu de dire on va se contenter de 27 observations, si on utilise le théorème central limite sur des variables qui ne sont pas tout à fait quelconques, puisqu'elles sont indépendantes, identiquement distribuées, d'espérance et de variance finie. Si on utilise le théorème central limite, au lieu de dire 27 observations, on dira 30 observations. Voilà. Alors 30 observations, c'est toujours 13,33 fois moins qu'avec Bien-Aimé de Chebyshev. Donc c'est quand même bien d'utiliser le théorème central limite plutôt que d'utiliser Bien-Aimé de Chebyshev. Alors question, à quoi ça sert le théorème Bien-Aimé de Chebyshev, enfin l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev? Ben, ça sert à démontrer la loi des grands nombres. Bon, ça c'est pas vraiment un truc de statisticien. Non, ça sert aussi à faire des encadrements. Si les hypothèses du théorème central limite ne tenaient pas, qu'est-ce que ça veut dire les hypothèses du théorème central limite ne tiennent pas? Parce que pour Bien-Aimé de Chebyshev, il faut quand même qu'on ait une variable d'espérance et de variance finie. D'accord? Donc de fait, l'hypothèse du théorème central limite qui pourrait ne pas tenir, c'est qu'on est face à des variables qui ne sont pas indépendantes. À des variables qui ne sont pas de même loi, c'est pas vraiment un problème. Faut pas le dire, mais un jour vous apprendrez qu'il y a des généralisations du théorème central limite qui marchent très bien avec des variables pas identiquement distribuées. En revanche, s'il n'y a pas indépendance, là ça marche pas du tout. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous avez des variables indépendantes, et plus ou moins de même loi, vous appliquez le théorème central limite et vous pouvez faire ce qu'on va appeler un intervalle de confiance assez facilement. Et quand il n'y a pas indépendance, bah, il vous reste Bien-Aimé de Chebyshev pour faire ce qu'on vient de voir là. Mais Bien-Aimé de Chebyshev, ça vous donne quand même un encadrement beaucoup plus large. Ou alors il faut beaucoup plus d'observations. Bref, ça marche beaucoup moins bien. Bon, et pour le dire, dès qu'il y a de la dépendance statistique, tout est plus compliqué. Voilà. Mais maintenant vous le saurez. Donc ça a deux conséquences. La première, c'est que c'est beaucoup plus agréable d'avoir des variables indépendantes, évidemment. Mais la deuxième, c'est que quand on a des variables qui ne sont pas indépendantes, il faut s'en rendre compte. Parce que si on les traite comme si elles étaient indépendantes, on fait une lourde erreur. Vous ne la ferez pas, n'est-ce pas? Merci de votre attention. Et puis, vous n'oubliez pas, tout ça, l'intérêt, c'est évidemment de mettre en pratique.